Marvin Miller avait répondu « S'il vous plaît, si un jour vous constatez que je m'entends bien avec les propriétaires, sacrez-moi dehors, congédiez-moi sur le champ. » Sachez que c'est la relation, appelons ça comme ça parce que c'est ce que c'est pour l'instant, entre la Ligue nationale de hockey et l'Association des joueurs qui devront renégocier une convention collective parce que celle qui est en cours va se terminer à la fin de la saison, en 2026, donc à la fin de la saison prochaine. Et sachez que les relations sont excellentes, que tout le monde s'entend bien, c'est cordial. On a déjà commencé à on en parle doucement, c'est du soft negotiating. On en parle avec douceur, mais ça regarde bien. Ça regarde bien pour régler ça là, sans soubresaut. Moi, Je regarde Martin. Non, mais... Moi, j'ai des réactions assez vives quand je lis ça ou quand j'entends Gary Bettman dire Marty Walsh, lui a compris comment ça marche. Ouais, là, il était écœurant. Le climat de collaboration est extraordinaire. Le leader syndical que j'admire le plus, je suis un ancien président de syndicat, divulgation. Ouais. Le leader syndical que j'admire le plus, c'est Marvin Miller, qui était vraiment le premier au baseball. Vrai leader syndical de l'Association des joueurs du baseball majeur. Il est arrivé en 1966. Mais quand il est arrivé en 1966, le syndicat des joueurs, l'association, c'était un syndicat de boutique. Là. C'était contrôlé par les propriétaires et les joueurs avaient tellement aucune idée du fonctionnement des relations de travail qu'avant de choisir leur représentant, ils allaient voir le commissaire pour dire est-ce que c'est correct si on choisit ce gars-là, est-ce que tu vas bien t'entendre avec lui? Et Marvin Miller, quand il est arrivé, lui, il arrivait du syndicat des travailleurs de l'acier, si ma mémoire est bonne. Et c'est un économiste, un gars brillant qui était très motivé, puis il y a eu un fort effet sur les joueurs quand il a commencé à faire le tour des équipes pour se présenter. Et on lui a posé la question, est-ce que tu vas t'entendre? Penses-tu que tu vas bien t'entendre? Oui. Je vous conseille d'ailleurs sa biographie qui s'appelle « A New Ball Game ». C'est un livre incroyable, qui est un livre de sport incroyable. Et Marvin Miller avait répondu « S'il vous plaît, si un jour vous constatez que je m'entends bien avec les propriétaires, sacrez-moi dehors, congédiez-moi sur le champ. Je ne suis pas là pour être leur ami, je suis là pour défendre vos intérêts. » Et là, le groupe de joueurs du sport professionnel nord-américain qui est attaché avec la convention collective la plus restrictive des 4 sports professionnels nord-américains. Tu as des propriétaires qui font du cash comme ils n'en ont jamais fait. La valeur des concessions, la convention collective est tellement restrictive que la valeur des équipes explose parce que ce sont des machines à imprimer de l'argent. Les propriétaires font des milliards et des milliards juste en accroissement de valeur. Et le partage des revenus est tellement ancré dans les mentalités que les propriétaires ont réussi à faire accepter par les joueurs comme si rien n'était pendant la pandémie. Un acte de Dieu imprévisible qu'il fallait qu'ils repaient les salaires qu'ils avaient eus à ce moment-là. Et là, tu as le directeur de l'Association des joueurs, lui, sa solution pour améliorer les conditions de vie de ses membres, c'est dire, là, on va faire courir le hamster encore plus dans sa roue. On va faire... Là, il y a des projets d'ajouter des matchs au calendrier régulier, de faire plus de matchs internationaux parce qu'on va tirer des revenus de ça. Mais les gars, ils continuent de sacrifier leur corps. Là, puis fait que ça va être un partage de revenus 50-50, mais les propriétaires vont s'enrichir davantage au lieu de dire, hey, là... On aimerait ça plus d'argent pour la même quantité de travail. Alors, tu as comme un représentant syndical. Marty Walsh a été secrétaire du travail du président Biden. Il a été un leader syndical à Boston. Il a été maire de Boston. Mais tu as un gars qui est, disons-le, en fin de carrière. Là, c'est probablement sa dernière planque professionnelle. Directeur de l'Association des joueurs, puis qui n'a pas l'air à trop vouloir se casser la tête avec ça. Fait que, tiens Gary, donne-moi ta main, on va marcher main dans la main. Mais en tout cas, personnellement, comme joueur, je serais offusqué de ça, parce qu'ils ont... Tu sais, les gars, ils continuent de sacrifier leur corps. Là, puis ils ont... On aimerait ça plus d'argent pour la même quantité. Mais
Ils ont donné beaucoup. Ils ont donné beaucoup, là. Ils se sont fait complètement saboter au terme d'un lockout d'une année. Ils ont signé vraiment une mauvaise convention collective. Et là, ça semble être tellement pris comme si c'était un arc-en-ciel et on va marcher vers le soleil avec les propriétaires. Alors, c'est ça. C'est ça mon point de vue. Il y a eu, aux alentours de la pandémie, un mémorandum. En fait, c'est comme un genre d'annexe à la convention collective qui a été apporté. Puis c'est probablement à partir de cette annexe-là qu'on va apporter des modifications en vue de la prochaine convention collective. Mais j'ai l'impression que, étant donné que la Ligue fait énormément de profits, les joueurs estiment qu'à tout prendre, ils y trouvent plus leur compte dans ce contexte-là que de retourner dans un contexte de lockout qui a laissé des grosses cicatrices. Et puis je pense qu'ils ont comme pas le goût de retourner là. Fait que dans le fond, c'est pas que, je pense pas que ce soit que leur situation soit si mauvaise en ce moment, mais c'est que les négociations précédentes les ont tellement travaillé au corps que là, c'est comme si l'appétit pour pouvoir retourner au front est pas tellement là. C'est comme si, et là, cette réflexion-là émerge à la suite de ce que tu viens de dire, Marc-Antoine, c'est comme si, parce que c'était des lockouts les dernières fois, on s'entend que si les joueurs disaient « là, ça fera », et qu'ils décidaient de faire la grève, mais c'est comme si, c'est ça avait tellement, les 3 lockouts, en tout cas, ça a sonné comme 3, c'est comme si les séquelles étaient encore là, c'est comme si, parce que je perçois ça, moi aussi, dans l'ambiance. Et c'est comme sinon. Parce que là, les joueurs le savent que les proprios, visiblement, là, un arrêt de travail, là, mais ça les énerve. Moi, il y a un ancien employé de l'Association des joueurs qui m'a dit, un ancien conseiller de l'Association des joueurs qui m'a dit il n'y a aucun conflit de travail, aucune grève qui va pouvoir remettre le dentifrice dans le tube. Le seul moyen qui reste aux joueurs, s'ils veulent obtenir un jour une correction de la convention collective qu'ils ont, c'est la décertification, c'est-à-dire de déposer un document au ministère du Travail des États-Unis pour dire nous ne sommes plus syndiqués, il n'y a plus d'association des joueurs et c'est le libre marché qui s'applique maintenant. Et là, ça, si ça arrivait, là, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de repêchage, que les équipes qui ont plus d'argent offrent plus que formidable. Que quand les contrats se terminent, les joueurs sont automatiquement autonomes, peu importe l'âge qu'ils ont. La vraie loi du marché. Là. Et là, les propriétaires seraient obligés de revenir en rampant et en disant non, écoutez, on va refaire une convention collective parce que s'ils prennent le moyen classique de la grève, c'est peine perdue. Mais en même temps, il y a un dirigeant de la Ligue nationale qui m'a déjà dit récemment oui, mais là, les joueurs, ils ont tout. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Fait que, tu sais, c'est vraiment une question de perception. Alors, parce que parce qu'un des enjeux, un des enjeux sur lesquels les joueurs pourraient décider de se battre, c'est de dire, est-ce que, dans le fond, est-ce qu'on va résister à la longueur des contrats? Tu sais, il y a un débat qui fait rage à savoir, est-ce qu'il y aurait lieu de réduire la durée limite des contrats. Pour l'instant, tu signes un nouveau contrat avec ton équipe, tu as le droit à 8 ans. Avec une nouvelle équipe, tu as le droit à 7 ans. Si on voulait reculer ça à 5 ou 6 ans, est-ce que les joueurs pourraient y trouver leur compte? Puis, si jamais ça, c'est un cheval de bataille que les équipes pourraient décider de dire, ben là, peut-être dans nos négociations, on pourrait aller gratter puis aller chercher un peu plus de terrain de ce côté-là. Puis, tu sais, Brendan Gallagher a dit, ouais, mais là, il la contrôle déjà, la durée des contrats. C'est eux qui acceptent de nous donner des contrats de 7 ans ou de 8 ans. Fait qu'il n'y a personne qui les force. Puis si c'est pas eux, quelqu'un d'autre nous les donne. Mais il y a toujours quelqu'un. Alors, ils ont déjà cette possibilité-là. Pourquoi on voudrait l'enchasser dans la convention collective? Alors, il y a quand même des enjeux où le rapport de force pourrait changer, mais la perception des dirigeants, c'est que les joueurs sont en Cadillac, déjà. C'est incroyable. Tu regardes, tu compares avec le baseball majeur, là, qui a exactement 2 fois les revenus de la Ligue nationale de hockey. Regarde les revenus des avec le contrat de Juan Soto, on le voit, là, le gars signe un contrat de 15 ans
de 765 millions de dollars va gagner 51 millions de dollars par saison. C'est une ligue qui a 2 fois les revenus seulement du fait hockey. plus que 4 fois le meilleur salaire. C'est incroyable, ça. Voilà. Incroyable. Mais les joueurs de baseball, eux autres... Il va gagner 3 fois plus que Ronald Acuna, qui est un meilleur joueur que lui. Ouais. Ah, ça, je l'aurais dit, mais je me suis retenu. Mais je voulais le dire. Mais je me suis dit, je vais laisser Marc-Antoine. Ben oui, c'est sûr. Mais je pensais exactement la même chose. Ouais, ça dépend comment on les évalue. Je sais pas vraiment qui est qui.